Radio J. Le Yiddish Show. Lise Gutmann. Radio J. C'est sur ce générique historique de l'émission Yiddish de Radio J que mon invité semble reconnaître que j'ai le plaisir d'accueillir Max Cohn aujourd'hui. Bonjour Max. Bonjour Lise. Alors, good morgen. Good morgen. Max Cohn, vous êtes avec nous dans le Yiddish Show de Radio J car vous avez un énorme univers yiddish. Quand je dis énorme, je suis encore en dessous de la vérité. Vous transmettez inlassablement par tous les biais possibles, y compris ceux de la modernité. Alors Max Cohn, vous êtes psychanalyste, vous êtes ancien maître de conférences, habilité à diriger des recherches à l'université Paris-Cité. Vous publiez sur le préanalytique, l'événement dans la clinique, le récit dans la psychanalyse, la Yiddishkeit et la psychanalyse et la relation mère-enfant. Vous êtes entre autres avec nous aujourd'hui pour le livre que je montre à l'antenne, Le Yiddish, l'inconscient, les langues, sous la direction de vous-même, Max Cohn, et de Raphaël Koenig, et c'est paru aux éditions Brill. Alors, Max Cohn, vous êtes également à l'origine d'un site qui s'intitule maxcohn.com, maxkohn.com, que vous avez alimenté d'une façon incroyable. Je crois que vous avez été vraiment précurseur en la matière parce que sentant le yiddish au quotidien disparaître peu à peu avec ses locuteurs, vous en avez profité, vous les avez reçus, vous les avez interviewés entre 2007 et 2011 particulièrement. Et aujourd'hui, sur votre site, grâce à vous, on a des interviews en yiddish hallucinantes de beaucoup de représentants de la communauté, mais aussi de simples personnes lambda, locuteurs et locutrices du yiddish. Et si j'ose dire, c'est un trésor aujourd'hui. Également, on n'en finit pas de vous présenter, mais ça me paraît important, vous êtes également membre du jury du prix de Zuckerman pour le yiddish, et ça me paraît aussi important de le dire car avec vous et les membres du jury, on choisit tous les ans un lauréat qui mérite ce beau prix. Vous avez également édité de nombreux livres autour du yiddish et de l'inconscient. Je crois que c'est un de vos grands sujets pour lesquels j'avais eu le plaisir de vous recevoir. Mais on va commencer par votre univers yiddish. Max Cohn, d'où venez-vous et d'où vient votre famille? Est-ce qu'on peut demander ça à un psy? Bah évidemment. Bon, moi je suis né à Belleville. Ah, bien. Bon, le 18 avril 1951. Bon, ça, c'est un univers. Un univers, Belleville. Après la guerre. L'univers ashkénaze à l'époque. Oui, des gens qui avaient des cafés, des cinémas, des restaurants. Des boulangeries, des boucheries. Bon, moi j'aime bien ce terme d'univers. C'est un véritable univers. J'ai baigné là-dedans jusque vers 10 ans, où ensuite on est allé habiter 1 an à Sarcelles. Ça, c'est tout mon rapport à la province. Ça s'arrête là. Oui. Donc c'est très limité. Oui. Le coût de la maison de campagne avec le jardin, c'est à part pour quelqu'un de ma famille, il n'y a pas. On est allé à Château-Rouge. Bon, mes parents, alors ma mère, elle est de Schensterhof. Toute sa famille est de Schensterhof. Elle a été déportée. Pratiquement toute sa famille aussi. Elle avait un frère ici, Leibel Pankowski, qui était le président de l'amicale de Schensterhof. Oui. C'est un notable. Petit cigare, stalinien. Après, il est devenu sioniste. Oui. Bon, ça change. Un militant, voilà. So geht die Welt. Bon. Et donc, elle n'avait plus personne, sauf un peu de famille en Israël, avec qui, moi, j'ai maintenu des liens, avec les enfants, en tout cas, avec Shimon.
Et elle s'est retrouvée en Suède quand elle est sortie de Bergen-Belsen, et c'est là que Leibele l'a retrouvée. D'accord. Et donc il est parti immédiatement la chercher en Suède pour la ramener à Paris. Là, il connaissait du monde, donc il lui a fait rencontrer mon père, Simre Schulem. Elle s'appelle Masche Pankowska. Lui, il s'appelle Simre Schulem, mon père. Lui, il est né à Łódź. Lodge. Oui. Bon. Et elle avait de la famille un peu qui avait un commerce là-bas. Bon, ils étaient un peu aisés, pas trop, je pense pas, mais enfin quand même un peu. Lui, il était carrément pauvre. Il faisait un cartonnage là-bas. Ah ouais. Ouais, c'était pas terrible. Toute une famille assez pauvre. Je sais même pas si c'est pas Balout. J'ai l'adresse à Schensterhof pour ma mère, ses parents, mais pas pour mon père. J'ai pas ces informations-là. Et donc, c'était une famille assez nombreuse. À part un demi-frère qu'il avait en France depuis avant la guerre, qui s'appelait Herschele Kohn, et qui habitait 4 bis rue des Rosiers. Ah oui, carrément, en plein tête. Ouais. Oui. Moi, j'allais là quand j'étais enfant. En plein Pletz. Absolument. J'allais là quand j'étais enfant. On montait des escaliers en colimaçon. C'était tout en haut, c'était tout petit. Sa femme s'appelait Nache. Bon, lui, il était communiste aussi, celui-là. Il lui restait un cousin à Toronto qui est mort à un moment donné, dont j'ai vu passer la photo dans les albums de famille. Donc c'est une famille totalement décimée. Oui. Ils sont jamais retournés en Pologne. Bah oui. Ils parlaient pas polonais entre eux. Nos voisins du palier. Ils parlaient yiddish entre eux. Ils parlaient yiddish, c'est pour ça que je parle Oui. yiddish. Oui, Après, oui. j'ai appris. Oui. Après, à lire et à écrire. Oui, mais vous l'aviez à l'oral déjà. Je l'avais à l'oral depuis tout le temps. Oui, bien sûr. Même dans le ventre de ma mère, je pense. Bon, bien sûr. Mais donc, ils avaient ce vide total de toute la famille décimée, assassinée. Et vous avez grandi avec ça. Donc une petite famille, une famille dessinée, mais le yiddish omniprésent. Et ça, c'est important de le rappeler. Même quand vous étiez très jeune, vous aviez un rapport au yiddish particulier. Est-ce qu'on peut avoir un rapport au yiddish entre 15 et 20 ans ? Moi, je l'ai toujours eu. Vous l'avez toujours eu. Je l'ai toujours eu. C'est-à-dire que ce qui s'est passé à un moment donné, alors je ne sais plus quand c'était exactement, mais quand j'étais un petit peu plus vieux, quand j'allais voir mes parents, bon, j'avais plus de difficultés, disons, à parler un yiddish. Bon, mais c'est revenu assez rapidement. Bah oui, avec l'étude. Non, c'est revenu assez rapidement parce que finalement, c'est là où on était le plus à l'aise. Bien sûr. Il n'y avait rien à faire. Oui. Tout le reste, c'était... Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que sur le rapport aux Polonais, c'est intéressant aussi, parce que nos voisins, les Beckerman, c'était des juifs polonais qui parlaient parfaitement yiddish, mais ils parlaient en polonais entre eux. C'était pas des gens riches, hein, c'était pas des juifs assimilés. Mais c'était leur langue. Voilà. Mes parents, ils l'ont enterré. Pour leurs enfants, j'ai une sœur, Lydie, hein, qui a 4 ans, Laï, qui a 4 ans de moins que moi. Est-ce qu'elle parle yiddish ? Elle parle yiddish, mais elle ne l'utilise pas beaucoup. Mais de temps en temps, elle sort une phrase. Enfin, elle comprend parfaitement, elle parle parfaitement en réalité. C'est très important, ça, de voir comment chacun peut, dans une famille, avoir, par rapport à cette langue, un rapport totalement différent. Quoi. Bien sûr. C'est incroyable. Et vous, en tant que psychanalyste, vous explorez ce domaine depuis longtemps parce que vous parlez de votre famille assassinée, mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec la perte de près de 6 millions de locuteurs, le yiddish, selon vous, est aussi une langue qui a été assassinée? Oui, bien sûr, on peut dire ça, mais le problème, c'est que moi, ce que j'essaye, dans ce colloque que j'ai organisé là avec Raphaël Koenig, qui s'est chargé de la... Oui, parce que le livre, le yiddish, l'inconscient, les langues, ce sont les actes du colloque, il faut le dire. On a été 2 à relire tout, c'est un travail très important, très difficile, on ne peut pas le faire tout seul.
Bon, donc il fallait quelqu'un qui puisse lire et relire Bien et sûr. corriger les choses. Et bon, il l'a fait très très bien. Oui, on va quand même dire que Raphaël Koenig est professeur assistant de littérature française et comparé à l'université du Connecticut et affilié à son centre d'études sur le judaïsme et la vie juive contemporaine, et ses recherches portent sur les liens entre santé mentale et production littéraire et artistique. Donc beaucoup de points communs entre vous. Oui, c'est pas la même génération. Non, non. Il est plus jeune. Mais disons ce que nous avons eu comme objet dans ce livre-là, enfin dans ce colloque qui est devenu un livre, c'est les effets de la disparition du Yiddish. Voilà. C'est exactement dans le prolongement de votre question. Bien sûr. C'est-à-dire que et je prenais l'exemple de ma famille avec Lydie, il y a dans les familles, puis dans différents groupes, des effets de cette disparition qui ne sont pas du tout les mêmes selon les uns ou les autres. Et ça, c'est un véritable objet d'analyse possible. Bien sûr. Parce que ça concerne quelque chose d'extrêmement compliqué à analyser, extrêmement compliqué. C'est déjà extrêmement compliqué quand les gens sont vivants et qu'ils ont un sol et une langue stable dans un endroit. Hein. Oui. Bon, mais quand il y a des effets de disparition de la langue et des effets de la disparition de la langue, et que les gens sont même plus là, à qui on peut demander des renseignements sur un tel ou un tel, alors ça, c'est un abîme. C'est un abîme. Oui. Moi, je voulais le dire tout à l'heure, mes parents, ils ont traversé des épreuves terribles. Je pense que c'était pas du tout enfin, c'est pas que je pense, je le sais. Ils la ramenaient pas avec le Horben. Il n'y avait pas de quoi pavaner. Oui. On en parlait. Pas trop, mais on en parlait. Il y a certaines choses qu'ils n'ont pas dites, oui, que j'ai appris après, mais enfin, ce n'est pas le lieu de développer ça. Mais il y avait, comme chez beaucoup de ces gens-là qui étaient venus, ces juifs qui étaient venus après la guerre, ils étaient contents d'être là. C'était quand même mieux que chez eux. Il n'y avait pas de pogrom. Ils pouvaient aller dans un café yiddish. Et puis élever les enfants voilà. Pour en faire, comme dit Talila, de bons Français. Oui, voilà, mais intégrés. tout en restant eux-mêmes. Mais leur point d'ancrage fondamental, et en plus, bon, mon père n'a jamais été à l'université, mais il parlait 6 langues. C'est incroyable. Oui, alors le yiddish, on ne peut pas l'isoler de tout ça. Il y a un contexte multilingue. Mais il me disait tout le temps, vergesst nicht Yiddish, das nicht vergessen Yiddish. N'oublie pas le yiddish, t'as pas oublié le yiddish. Oui. C'était, comme ça l'est d'ailleurs, le point d'appui le plus sûr dans tout ça. C'est-à-dire que l'hébreu biblique, bon, l'hébreu moderne, ils ne connaissaient pas vraiment, mais ils connaissaient l'hébreu biblique parce qu'ils savaient prier. Bon. C'était le point de l'ancrage de quelque chose de vivant, de vital, à quoi se raccrocher dans tout ce désastre. Et donc, tous ces gens à Belleville, ils faisaient famille entre eux. Bien sûr. Bon, tu n'avais pas de père, tu n'avais pas de mère, tu avais un cousin, tu n'avais pas de cousin. Il y avait le copain du coin qui faisait office. C'était en fait une famille reconstituée quelque part. Voilà. Ouais. Et donc, j'ai complètement baigné là-dedans. Après, c'était beaucoup moins fort à Château-Rouge. L'immeuble entier était peuplé de juifs. C'était un tout petit immeuble rue de Panama. C'était pas Byzance, mais enfin bon, c'était très vivant quand même. Bon, et là, c'était moins fort. Mais disons que cet ancrage vivant dans la langue qui fait que on ne considère pas qu'elle est surmorte. Pas seulement morte. La disparition, ça c'est un point très important que j'ai compris quand j'ai relu le livre après. Oui. Parce que je l'ai relu après. Bien sûr, évidemment. évidemment. Et je l'ai relu, j'avais vu que je n'avais pas lu le livre, parce que quand je l'ai lu en version papier, j'ai compris ça. Pour beaucoup de monde, c'est pas que le yiddish est mort, il est surmort. D'ailleurs, comme nous. Alors, expliquez-nous votre définition. C'est-à-dire que c'est archi plus que mort. C'est-à-dire que de toute façon, on n'a même pas le choix. Ouais. On est enfermé dedans complètement. Et toute l'actualité récente, depuis le 7 octobre, jusqu'à la guerre avec l'Iran, renvoie à ça. Ouais. C'est-à-dire, de toute façon,
Bah, alors on se rassure comme on peut, en disant l'antisémitisme, on connaît. Non. Pas à ma génération, sûrement pas à ce niveau-là. C'est pas vrai. C'est totalement faux. Bien sûr. Je vais pas aller dire, j'ai compris ça depuis longtemps, je suis très malin. Non, je suis pas malin du tout. On s'y attendait pas. On s'y attendait pas à ce point-là. Donc, c'est-à-dire que de toute façon, t'as même pas. La question se pose même pas de savoir si vous êtes vivant ou si vous êtes mort. De toute façon, vous êtes mort, mais comme la question se pose même pas, vous êtes surmort. Oui. Vous pouvez même pas le dire. De toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, là, on est dans une dimension complètement paranoïaque. Enfin, c'est nous qui sommes responsables de la prochaine guerre atomique, de tout. Ouais. Ben, ça, on se dit entre nous. On connaît. Oui, sauf que c'est pas si sûr que ça. C'est pas si sûr que ça. Et on ne s'y attendait pas. Alors, on va revenir en musique parce que c'est aussi une émission, le Yiddish Show, dans laquelle on entend des chansons en yiddish. C'est important. Une chanson qui a baigné votre enfance. Et c'est la version que vous écoutiez chez vous, je crois, celle d'Henri Géraud, à Yiddish Emame, qu'on ne présente plus. Une très très belle version de Yiddish Emame. C'est une des chansons que vous aimez beaucoup en yiddish, Max Cohn. Oui, on peut aussi mettre Yiddish Tate. Oui, mais il n'y a pas. Il n'y a pas, voilà. Donc, le yiddish a bercé votre enfance. Vos parents chantaient? Oui, mon père chantait très très bien. Il avait une magnifique voix, il connaissait parfaitement les prières. Il était très apprécié à la synagogue le jour de Kippour, quand il faisait ça dans ses habits blancs avec son talit. Il avait une très très belle voix. Oui. Il chantait juste. Il l'a jamais appris, je pense. Voilà. Ma mère, elle chantait des petites chansons quand on se promenait sur la route, y compris avec l'accent en français, à kilomètre à pied, ça ise, les souliers. C'est une chanson célèbre du répertoire français. Donc c'est vrai qu'on a tous, et vous en particulier, des souvenirs du yiddish avec l'accent. Et c'est aussi un monde qui a quasiment disparu aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que vous faites pour le yiddish, que vous avez fait et que vous continuez à faire, entre autres, avec ce colloque, etc., est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un regain d'intérêt des jeunes générations? Oui, il y en a un. Il n'est pas massif, mais il existe dans le monde entier. Je pense que de toute façon, on ne peut pas effacer les ancêtres. Où que ce soit. Oui.
C'est impossible. Ils Ils reviennent toujours. Ils sont pas contents. C'est vrai, ils reviennent toujours. Oui, ils sont contents. Oui. Alors, parlons un peu de ce livre. Ce sont donc les assises du colloque. Est-ce que vous avez publié la totalité de ce qui s'est dit? Et je voudrais qu'on parle, par exemple, parce que c'est un tour du monde des responsables du yiddish en Argentine, en France, en Israël. Je voudrais justement qu'on parle un peu du yiddish en Israël. Vous avez reçu Daniel Galay et Rucheli Galay qui sont à la tête du pôle yiddish en Israël et qui font un nombre d'activités absolument incroyable. Et est-ce que vous avez l'impression justement que Israël se rattrape avec le yiddish à travers eux? Bon, d'abord, un mot sur Galay. Daniel, c'est un des derniers que j'ai interviewé officiellement pour Special Broadcasting Service pour Alex Daphner à Melbourne. Oui. Bon. Ah oui, parce qu'on n'a pas dit que, évidemment, votre site maxcone.com, c'était des interviews en yiddish pour la radio de Melbourne, la radio juive de Melbourne, avec Alex Daphner. Mais au sein de la radio nationale australienne, c'est ça qui est intéressant. Oui. C'était ça. Bon. Et c'était diffusé sur le site du Forward aussi, par Boris Sandler. Bon. Donc, une des suggestions que m'avait fait Alex Daphner, c'est d'interviewer, c'était la fin de son émission, pour des raisons d'auditoire, ils avaient donné ça, il n'y avait plus assez de monde pour comprendre, et donc Galay. Donc on est devenus amis. On s'est vu plusieurs fois en Israël. Je l'ai vu fin 2025, fin novembre. Oui. Là-bas, au Leivik, Beit Leivik. À Tel Aviv. C'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est un musicien, c'est un poète, c'est un homme de théâtre, et c'est le responsable de ce centre, qui est extrêmement important. Il y en a d'autres, mais voilà. Alors, il y a un regain certain, parce que je crois qu'on peut absolument pas enterrer le yiddish. Bien y compris sûr. En Israël, c'est la même chose qu'avec les ancêtres. Bon, mais oui. Il revient. Mais là, il revient beaucoup en Israël. Il revient. J'ai eu l'impression qu'il revenait avec les jeunes générations d'ex-juifs soviétiques ou juifs russes qui avaient l'impression qu'on leur avait volé un pan de leurs origines et qui cherchaient à le retrouver par la poésie, le chant, la musique, etc. C'est absolument vrai. Il y a un retour. Il y a des soirées qui sont faites, y compris sur Zoom, chez eux, là, au Beit Leivik. L'intérêt de Daniel, c'est qu'il lie la question de la musique, enfin la musique, pas la question de la musique à la langue. Pour lui, il n'est pas venu au colloque, il ne pouvait pas, mais il a analysé les hauteurs de ton qu'il y a quand on parle yiddish par rapport à d'autres langues européennes. Il est très sensible au lien entre langue et musique, c'est ça qui est fondamental. Vous m'avez demandé si les autres contributions sont celles des gens qui étaient là. Non, j'en ai rajouté d'autres. Ah oui, c'est ça qui m'a intéressé. Oui, il y a un certain nombre de gens qui sont intervenus, je ne sais plus combien, mais on a tout publié. Et j'ai rajouté, parce qu'on m'avait confié des textes, et j'ai demandé bien sûr aux auteurs s'ils voulaient qu'on le publie dans le livre, parce que je trouvais que ça tombait bien. Et donc, on a comme ça des textes de gens qui ne sont pas venus au colloque, dont Daniel et Rachel Galay, mais c'est pas les seuls. Bien sûr. Et ça tombait bien, ça a étoffé le truc, enfin, ça a étoffé la réflexion, qui est un objet vraiment très précis, qui n'est pas facile du tout à aborder. C'est ce que j'ai essayé de définir au début de l'émission, c'est-à-dire les effets de la disparition de cette langue. Non pas l'analyse de ce qui se passe avec la présence de cette langue, mais les effets de la disparition pour les uns et les autres. Parce alors, que ça, justement, c'est dur. Quels sont les effets, par exemple ? Il y a des effets de fantômes. Mais oui. C'est-à-dire que ce qu'on voit avec Gary, ou son personnage, la danse de Gengis Khan, où le personnage intérieur se met à parler yiddish chez Zadazi. Oui. Bon, on ne le retrouve pas sous cette forme-là, mais on retrouve d'un seul coup chez les uns et les autres des gens qui sont disparus en cendres et qui restent à l'intérieur
de soi ou à l'intérieur d'un groupe, sous une forme ou sous une autre, une simple phrase, quelquefois une mélodie, quelquefois une recette de cuisine, quelquefois des choses comme ça. C'est terriblement difficile à percevoir et à analyser parce que ça, c'est vraiment un objet qui n'est pas simple. C'est-à-dire, c'est des fragments tout le temps, pour beaucoup de monde. Le problème qu'il y a, c'est que les gens, ils s'en rendent pas forcément compte, ils en font pas forcément quelque chose, mais c'est extrêmement important, ça existe. Les effets de la disparition, c'est aussi massivement, mais ça on est au courant, une mélancolisation de tout le monde. Qui s'est accrue depuis le 7 octobre. Oh là, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, c'est ce que vous disiez. Puis depuis même là, encore plus récemment, avec l'attaque israélienne sur l'Iran, là, on va être responsable de la guerre nucléaire. On est déjà responsable de tout. Oui. Un peu plus, un peu moins. Oui. Un peu plus. Puis, c'est épouvantable, quoi. Je veux dire que là, il n'y a plus moyen de penser. Ça, c'est important pour vous, là, justement. La pensée, la réflexion, c'est tout votre univers. Si. Vous savez, moi, je suis philosophe de formation. J'ai fait de la psycho après. J'ai eu la chance d'avoir vraiment des enseignants qui m'ont appris à penser. C'est très difficile. Penser juste, ça change tout. D'ailleurs, c'est la même chose dans l'analyse. Si vous arrivez à percevoir vraiment ce qui se passe dans une situation clinique, même si le patient il en fait rien, ça peut peut-être donner une chance aux choses d'évoluer autrement. Donc, penser juste, c'est d'une importance fondamentale pour pouvoir agir. C'est ça le vrai problème. C'est pas pour se faire plaisir. C'est extrêmement difficile parce qu'il faut passer par des échecs. On ne pense pas juste du premier coup comme ça. Voilà. Donc oui, c'est vrai que pour moi c'est essentiel. Et penser juste le rapport du yiddish à l'inconscient, qui a différentes facettes. Historique, culturel, linguistique, c'est multiforme. Ça, c'est extrêmement important pour moi. C'est une question fondamentale, parce que sinon, toute cette partie qui est en moi, qui m'a été léguée, et que j'accepte d'hériter, ce qui n'est pas facile, hein. Je suis passé... Pour personne, oui. Donc je passe aussi par une très grande ambivalence à certains moments où j'en ai complètement assez de tout ça. Hein. Je préférerais me la couler plus douce parce que je vais pas pleurer. Parce que c'est très lourd. Voilà, oui. Voilà, le yiddish, l'héritage du yiddish est très très lourd. C'est pas seulement le yiddish, c'est toute une série de choses. Oui, bien sûr. On a compris. Mais oui, pensez juste autour de ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut arriver à réfléchir calmement réfléchir juste aussi sur ce qui se passe réellement aujourd'hui. Et là, vous en avez donné un exemple très fort. Pensez bien que les gens qui sont dans l'idéologie anti-sioniste et amalgamée à l'antisémitisme tout court, ils vont pas se casser la tête pour savoir ce qu'il en est du statut du yiddish, si tant est qu'ils sachent que ça existe aujourd'hui. Exactement, c'est vrai. Ils n'en ont rien à faire. Mais oui. Ça n'existe même pas. La question c'est pour ça. C'est à la limite, dans le meilleur des cas, une langue de sale juif. C'est tout. C'est vrai. Qui, comme c'était le cas dans l'idéologie avant, non, pas nazi, la représentation que les gens avaient du yiddish bien avant, c'est une langue de menteurs. Ils se parlent entre eux un truc qu'on ne comprend pas, qui ressemble à notre langue, l'allemand, mais ils doivent faire des combines. Oui, on trouve ça dans des tas de textes. Terrible. Donc là, actuellement, c'est encore pire. Mais si nous, on n'arrive pas, au moins pour nous-mêmes, entre nous, à penser un peu ce qui se passe aujourd'hui, et là, ça devient dur, là. Hein. Bien sûr. Ça devient vraiment très, très dur, puisqu'il ne s'agit pas de penser, il s'agit d'être pour ou contre. Alors, on va faire une petite pause musicale avec une chanson que vous aimez beaucoup, que vous avez choisie. Toutes les pauses musicales de cette émission ont été choisies par vous parce que je crois qu'elles expriment un souvenir, quelque chose. Là, c'est Oifenweg steht a Bäum d'Itzik Manger, interprété par Chava Alberstein. Qu'est-ce que cette chanson représente pour vous ? C'est la vie qui se maintient. C'est la vie qui se maintient. Oui. Et c'est désert autour, il y a steht ein Bäum. Voilà. Aber steht ein Bäum. Voilà. Et c'est l'histoire aussi de ce petit garçon que sa maman ne veut pas lâcher. Absolument. C'est aussi très psychanalytique comme chanson. C'est aussi ma maman. C'est aussi votre maman, d'accord. Ouais, c'est un peu notre maman à tous. Allez, on va le dire. On écoute Chava Alberstein, Oifenweg, steht a Bäum, sur la route, un arbre.
Auf dem Weg steht der Bäum, steht eingebogen. Alle Vögel von dem Bäum sehnen sich zu fliegen. 3 keine Misrach, 3 keine Meier. Voilà, Uffenweg, Steiterboim, Chava Alberstein, Max Kuhn, ça vous rappelle certainement beaucoup de choses. C'est cette grande chanteuse israélienne qui a fait une double carrière et qui continue en yiddish et en hébreu. L'hébreu et le yiddish, des liens. Ah oui, moi, dès que ma mère est morte, j'ai été prendre Elle est morte en quelle année ? 98. D'accord. Mon père en 94. Bon, et moi je suis né en 51. Voilà. Et j'ai été apprendre l'hébreu. Pourquoi ? Parce que j'avais l'impression qu'il y avait plein de mots d'hébreu, de Lushen Kodesh. Bien sûr, dans le yiddish. Pas. Et puis surtout parce que j'avais aussi l'impression que là, au moins, il y avait un lien social réel. Moi, j'avais un cousin, Shimon, avec qui on parlait qu'anglais parce que je ne parlais pas hébreu à l'époque quand il venait à Paris, pour ma bar mitzvah par exemple. Après, je suis retourné en Israël et il m'énervait, quoi. Donc, je voulais parler aussi l'hébreu. Et j'ai découvert, en prenant des cours, à quel point c'était fondamental. Pour moi, il n'y a aucune incompatibilité, personnellement, entre l'hébreu moderne, l'hébreu biblique. J'ai aussi étudié avec le Rav Sultan au centre communautaire pendant 10 ans. Oui. Et l'hébreu, j'en ai fait 14 ans, de l'hébreu moderne. Donc vous parlez aujourd'hui ? Je parle pas comme un Israélien. Oui, mais vous parlez bien. Je me débrouille dans une conversation. Ça revient, quoi. Mais je suis pas fluent, quoi. Bien sûr. Bien sûr que non. Mais je connais de l'intérieur aussi la tradition juive et je dis pas ça pour me vanter. C'est pas un truc que j'ai voulu laisser aussi de côté. C'est-à-dire que moi, ils m'ont pas appris à lire et à écrire, mes parents. Ils m'ont pas transmis non plus, sauf pour ma bar mitzvah, un morceau de paracha ou je sais pas quoi. Donc ils voulaient qu'on aille à l'école laïque et républicaine et qu'on gagne sa vie. Bien sûr. C'était ça leur idée. Oui. Bon, donc moi j'ai dû pallier tout ça et j'aime beaucoup l'hébreu. Mais c'est pas une question de préférence, c'est que je pense que ce sont des choses qui sont complètement reliées. L'hébreu moderne, c'est pas l'hébreu biblique, bien entendu, mais c'est quand même complètement relié. On a tout un patrimoine culturel. Quand on parle l'hébreu moderne, on comprend l'hébreu biblique. Évidemment. Dans les prières, ça aide énormément. Et je parle d'expérience. Et c'est comme ça que j'ai pu étudier avec Claude Sultan, parce que sinon, si j'avais pas une connaissance de l'hébreu moderne, j'aurais pas pu suivre. Bien sûr. C'est impossible. Bien sûr. C'est tout. Et avec beaucoup d'efforts, énormément, comme pour tout le reste d'ailleurs, mais enfin, c'est pas mal de le dire, vous avez très bien compris. Oui, bien sûr. On y arrive un peu, quoi. Oui, on y arrive. C'est fondamental. Ouais. Et ça ne veut pas dire qu'il faut exclure les judéo-langues en général. Bien sûr. Et je dis bien les judéo-langues. Pas seulement, il y a un article sur le judéo-espagnol qui est très, très important. Très important. Et c'est pas un juif qui l'a écrit, c'est un chercheur, Pandelis Mavrogiannis, qui est quelqu'un de remarquable, qui n'est pas du tout, qui est grec, pas juif, et Bien qui sûr. a dit « je ne peux pas laisser ce patrimoine de mes compatriotes disparaître à l'abandon ». Et donc, il a fait un article, c'est très intéressant d'ailleurs pour ceux qui enseignent le yiddish comme vous, parce que qu'est-ce que c'est que d'enseigner sa propre langue maternelle à des gens qui ne la connaissent pas vraiment ? C'est ce qu'il fait avec des gens qui parlent judéo-espagnol, mais qui ne le parlent pas vraiment, et qui, avec lui, qui est en plus un grec, leur enseigne leur propre langue. C'est une expérience incroyable. Et il y a beaucoup, dans les cours que j'ai suivis, moi j'ai suivi 2 ans de cours avec Yitzhak Niborski, c'est pas un secret. Bon, bien sûr. Voilà. Et à l'époque où c'était un Médem, à l'époque. Enfin, c'était. Au Arbatering, quoi. Oui. Bon, pas dans la maison de la culture yiddish actuelle. Bon, mais il y avait parmi les gens qui étaient là, des gens comme moi. Mais bien sûr. Ils parlaient, mais ils étaient analphabètes, quoi. Bien sûr. Et ça nous a permis à tous, je suis un peu dans ce cas-là. Et puis il y avait quelques cours que j'ai suivis avec vous il y a très 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 longtemps aussi. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'étais un peu dans ce cas de figure aussi. Je suis d'abord passé, le yiddish c'était oral, puis l'hébreu à l'écrit et à l'oral, et ensuite le yiddish à l'écrit. Moi, c'était avec Rachel Hertel, dont j'aime citer le nom. Alors, le temps passe très vite. Vous reviendrez, Max, je vous le propose. L'avenir du yiddish, il y a un avenir du yiddish ?
Ah, moi, je pense que si c'est pas sur mort, c'est donc pas mort et enterré, en tout cas pas à l'endroit où les autres veulent que ce le soit, pas plus que les juifs d'ailleurs en général, mais c'est extrêmement fragile, c'est extrêmement difficile. Le monde auquel moi j'appartiens, où c'est encore la langue maternelle des gens, bon, celui-là, il a quasiment disparu. Oui. Et il faut faire avec ça pour quelqu'un comme moi. Mais d'un autre côté, on peut dire que comme c'est écrit, qu'il y a une grammaire, qu'il y a des textes, qu'il y a des endroits où on peut l'apprendre. Et même un Nobel Prize, un voilà. prix Nobel, n'oublions pas. Vu quand même qu'on voulait nous annihiler. Oui. Nous annihiler et nous nihiliser en même temps. C'est-à-dire non seulement annihiler notre existence, mais nihiliser notre essence. Ça, c'est une formule de Vladimir Jankélévitch que j'aime beaucoup. Oui. C'est remarquable. Voilà, par exemple, là, il pense juste. Si c'était juste annihiler des corps, ça serait facile. Bien sûr. Ça serait pas facile. Excusez-moi. Ça serait pas facile. Ça serait très dur. Mais c'est pire que ça. C'est comme si on n'avait pas existé. Il faut qu'on n'ait pas existé. Ben, grâce à votre travail, on sait qu'on est là. Mirza Endo, on existe. Le yiddish, l'inconscient, les langues, sous la direction de Max Kohn et Raphaël Koenig, paru aux éditions Brill. Alors, je voudrais qu'on écoute encore une chanson. Vous avez dit qu'avant d'être psy, vous avez été formé en philosophie. On va écouter la très belle chanson de Théodore Bickel, Kummer du Philosoph. Kummer, du Philosoph. Du Kummer, du Philosoph, avec la belle voix du très grand Théodore Bickel. Max Kohn, on va terminer cette émission avec une chanson plus qu'emblématique. Tout à l'heure, il y a quelques instants avant la chanson de Bickel, j'ai dit Mirza Endo, nous sommes là. On va écouter le chant des partisans. C'est la version américaine qui avait été enregistrée pour les 50 ans de l'insurrection du ghetto de Varsovie. C'est un chant important dans votre histoire? Ah, complètement, complètement. D'ailleurs, j'ai repris les paroles au colloque, je le reprends régulièrement. Je pense que c'est exactement ce dans quoi un certain nombre de juifs sont encore aujourd'hui par rapport à tout ça. Et là, je pense qu'une bonne partie des gens sont vivants en moi et disent ça. Eh bien, on écoute Sag nicht kein Mal, le chant des partisans de Wilno, écrit par Hirsch Glick et donc interprété dans ce disque américain des 50 ans de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Merci beaucoup à Serge Surpin, à la réalisation technique. Max Kohn, quand vous le souhaitez, sur Radio J, Zeit Bagrist.